Un crime. Un crime qui a demandé 2 ans de préparation. C'est assez hallucinant, non? Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire de l'enlèvement d'Alfred Heineken. On dit que c'est le casse le plus sophistiqué de toute l'histoire européenne. Et ça pose une question essentielle. C'est même le cœur de toute cette histoire. Parce que oui, cette affaire, c'est un vrai cas d'école en matière de planification criminelle, mais c'est aussi, et peut-être surtout, une histoire qui nous montre comment le facteur humain, lui, peut absolument tout faire dérailler. Bon, allez, on commence. On se transporte directement au cœur de l'action, le soir du crime. Alors, on est à Amsterdam, le 9 novembre 1983. Le grand patron de la bière, Alfred Heineken, quitte son bureau. Comme tous les soirs. Son chauffeur, Abdoud Lerard, l'attend. C'est une scène de la vie de tous les jours, complètement banale, jusqu'à ce que tout bascule. En quelques secondes, en pleine rue, ils sont kidnappés. Et la scène est d'une brutalité incroyable. Les ravisseurs, ils n'y vont pas de main morte. Gaz lacrymogène, pistolet, tout est utilisé pour maîtriser Heineken, son chauffeur et même les passants. C'est une question de secondes. Hop, ils sont ligotés, un bandeau sur les yeux et balancés sans ménagement à l'arrière d'une camionnette. À peine 1h30 plus tard, un paquet est retrouvé devant un commissariat. Dedans, la demande de rançon. Et là, le chiffre est juste dingue. 35 millions de florins. Pour qu'on se rende bien compte, ça équivaut à environ 75 millions d'euros aujourd'hui. Une somme colossale. Personne n'avait jamais osé demander autant en Europe. Alors, une opération pareille, une telle audace, ça ne s'improvise pas, c'est clair. Tout ça, c'est le résultat d'un plan millimétré. Alors comment en sont-ils arrivés là? Eh bien pour comprendre, il faut qu'on remonte le temps de 2 ans. Tout a commencé un soir de réveillon, le 31 décembre 1981. On a un groupe d'amis, ils sont complètement fauchés, au pied du mur. Et ce soir-là, ils prennent une décision qui va changer leur vie. Une décision radicale. Ils vont faire un coup. Un seul. Un tout ou rien pour régler tous leurs problèmes d'un seul coup. Et cette équipe, qui est-ce? Eh bien, ce sont 5 amis d'enfance. Chacun a son rôle, son surnom, c'est presque du cinéma. Ils sont passés de simples potes à une organisation criminelle super structurée. Et à la tête de tout ça, il y a le cerveau, Cor von Hout. Ok, retour en 1983. L'enlèvement a eu lieu. Et c'est là qu'on va voir à quel point leur préparation était dingue. Dès le premier jour, ils vont complètement balader la police. Cor von Hout, le cerveau, il a mis en place une véritable campagne de désinformation. C'est brillant, il faut le dire. Il a semé tout un tas de faux indices pour envoyer les enquêteurs dans le décor, partout en Europe. Chaque détail était calculé pour les perdre. Des armes laissées sur place pour faire croire à un gang allemand. Du papier à lettres acheté exprès à l'étranger. Tout y passe. Même leur façon de communiquer, c'était un coup de maître. Ils ont mis en place un système de communication à sens unique. En gros, impossible de les tracer, impossible de négocier. Ils se sont baptisés l'Aigle, et la police le Lièvre. Et c'est l'Aigle qui dictait toutes les règles du jeu. Le Lièvre, lui, ne pouvait que suivre, sans rien dire. Et pour se faire une idée de leur niveau de préparation, il suffit de regarder la cachette. C'était pas un simple sous-sol. Non, ils ont construit une véritable chambre secrète, totalement insonorisée, dissimulée à l'intérieur d'un hangar. C'est là-dedans que Heineken et son chauffeur ont passé des semaines en pleine banlieue d'Amsterdam, juste sonnés de la police et de tout le monde. On arrive maintenant au moment le plus tendu, le plus critique de n'importe quel enlèvement, l'échange de la rançon. Et là, le défi est juste énorme. Imaginez, comment on fait pour récupérer une demi-tonne de billets de banque sans se faire pincer? Et des plans, ils en ont imaginé. Des trucs complètement fous sortis d'un film. Ils ont pensé à tirer l'argent dans un bateau à travers une rivière, à l'aspirer dans des kilomètres de tuyaux et même à le couler dans des tonneaux pour le récupérer plus tard. Mais à chaque fois, ils rejetaient le plan. Ça montre bien leur obsession du détail. Un bon plan, ça ne leur suffisait pas. Il leur fallait le plan parfait. Parce que Cor von Hout, le cerveau, il voulait bien plus qu'un simple bon plan. Il voulait un truc imparable. Une manœuvre qui laisserait la police complètement hébétée. Alors voilà leur plan final. C'est une espèce de chasse au trésor géante sur 1000 km. Ils envoient un seul policier sur les routes, tout seul, à travers tout le pays. Il doit suivre des instructions super vagues. Le but, c'était simple. L'épuiser, le couper du monde et prendre le contrôle total de l'échange. Et le point d'orgue de cette course folle, c'est le moment final. Le policier, guidé par radio, s'arrête sur un viaduc d'autoroute. Il reçoit l'ordre de jeter les 5 sacs postaux remplis d'argent dans une bouche d'évacuation. Et pile en dessous, au bon moment, le camion des kidnappeurs attend pour tout récupérer. C'est une exécution parfaite, d'une précision chirurgicale. Voilà, ils ont réussi. Ils ont les 35 millions de florins. Ils sont libres. C'était le prime parfait. Enfin, presque. Parce qu'il y a toujours un grain de sable. Et là, ce grain de sable,
C'est une simple lettre. Une lettre anonyme envoyée à la police juste quelques jours après le kidnapping. Et à l'intérieur, il y a 3 noms. Corvan Hout, Jean Bollard et France Meyer. D'un coup, l'enquête vient de basculer. Donc la police a des noms, mais les kidnappeurs, eux, ont l'argent. Avant de disparaître, ils déterrent une partie du magot pour se le partager. Mais là, tout s'accélère. La pression monte, la paranoïa s'installe entre eux, et cet argent, il leur brûle les doigts. Une bonne partie sera finalement retrouvée par la police, et une autre partie va disparaître pour de bon. Comme ces 3 millions de florins que Franz Meyer, le professeur, aurait carrément brûlé dans un moment de panique totale. Au final, leur grand plan tout ou rien se termine en prison, en cavale, et pour l'un d'entre eux par la mort. Ça prouve que même avec un plan qui frôle la perfection, l'équation du crime parfait ne fonctionne jamais vraiment à la fin. Mais l'épilogue de cette histoire est peut-être le plus terrible. Des années plus tard, Willem Holleder, le nez, le bras droit de l'opération, est condamné pour avoir commandité l'assassinat de son meilleur ami d'enfance, le cerveau du casse, Cor von Hout. L'amitié qui était à la base de tout ce plan s'est terminée par une trahison et un meurtre. Et tout ça, ça nous ramène à la question du début. Leur plan, techniquement, était une merveille d'ingénierie criminelle. Mais il a buté sur l'obstacle le plus imprévisible qui soit, la nature humaine. La paranoïa, la trahison, la méfiance. Alors on peut se poser la question, si un crime parfait repose sur une confiance absolue entre les criminels, est-ce qu'un tel crime peut seulement exister ?